Donc bienvenue au SSLIA de Montpellier. Alors SSLIA, ça veut dire service de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs. C'est-à-dire que nous on est pompiers d'aéroport. Donc moi je m'appelle Stéphane, je suis responsable chef de service. Le chef de service est en vacances, donc c'est moi qui le remplace, et je suis chef de manœuvre. Donc moi je suis rentré dans l'aviation à l'âge de 19 ans. J'avais un CAP et j'étais équipier incendie. Et au bout de 30 ans, puisque j'ai 50 ans, j'ai réussi à être chef de service. Tout simplement. Alors j'ai commencé dans l'aviation militaire, j'ai fait l'aviation civile. Et là j'en suis à ma 5e ou 6e mutation. Parce que j'ai beaucoup bougé. Et donc effectivement je suis en plus je crois le parrain de votre promotion. Puisque c'est la première fois qu'on a nommé un pompier parrain d'une promotion. Donc pompier d'aéroport, c'est un métier qui existe depuis 1947. Et c'est un métier qui a été mis en place dans l'aviation militaire, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Et après, avec le développement de l'aviation civile, effectivement, on a mis en place des pompiers sur les aéroports. D'accord ? Notre particularité, c'est qu'on n'est pas fonctionnaire, on est privé. Donc on est des pompiers privés, c'est-à-dire qu'on a un statut de privé. D'accord ? Donc, ce que je vais vous faire dans un premier temps, c'est vous faire une petite présentation rapide de notre métier. Puis après, on ira voir le matériel. Donc le métier de pompier d'aéroport. Rapidement, je vais vous parler de l'historique, des particularités d'un feu d'avion, des missions des pompiers, des moyens qu'on a à disposition, et on verra quelques catastrophes aériennes, comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'aviation, en règle générale, elle a été conçue, la réglementation, dans les années 40, et plus principalement le 7 décembre 1944, c'est ce qu'on appelle la Convention de Chicago. C'est-à-dire qu'on a décidé que tous les pays dans le monde devaient avoir la même réglementation. Parce qu'un avion qui décolle de France pour atterrir à New York, si les panneaux sont différents, si les moyens sont différents, ça allait poser des problèmes de sécurité. En 1951, en France, on a obligé les aéroports à avoir des pompiers. Mais il n'y avait pas de statut, pas de formation. Et c'est qu'en 2001, où on a eu des écoles et un statut de pompier d'aéroport avec un cursus d'entraînement, tout simplement. Alors, les pompiers, pourquoi il y a des pompiers d'aéroport ? Ben, tout simplement parce qu'un feu d'avion, c'est très particulier à traiter. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, dans un Boeing 737, il y a 26 000 litres de carburant. Dans un A380, il y en a 300 000 litres. Et en plus, vous rajoutez des passagers en nombre important, c'est-à-dire qu'en moyenne, sur un 737, vous pouvez vous trouver jusqu'à 189 passagers, et sur un A380, vous pouvez monter jusqu'à 700 passagers. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez beaucoup de gens entourés de beaucoup de carburant. Donc, le moindre incendie peut vite dégénérer en catastrophe aérienne. La particularité d'un avion, c'est que, la résistance au feu est très faible. C'est-à-dire que si on prenait un avion pour en faire un hôtel, il passerait aucune commission de sécurité. Donc le problème, c'est quoi? C'est que ça, c'est un avion à Toronto qui atterrit, et ça, c'est le même avion 25 minutes plus tard. Donc là, vous voyez que la situation peut vite dégénérer. Là, il n'y a eu aucun mort, aucun blessé grave. C'est-à-dire que les passagers ont pu évacuer et les pompiers sont intervenus conformément à la réglementation. Pour une petite information, la survie d'un passager à l'intérieur d'un fuselage en fumée, c'est 3 minutes. C'est-à-dire qu'on considère qu'un passager qui reste plus de 3 minutes dans un fuselage en fumée, il y a une grande chance qu'il meure asphyxié. Le but, c'est quoi? C'est d'éteindre rapidement et d'évacuer rapidement l'avion. Et tout a été conçu pour ça. Alors là, c'est des statistiques pour vous expliquer un petit peu où les catastrophes aériennes ont le plus l'habitude de se produire. En règle générale, les catastrophes aériennes se produisent soit au décollage, soit à l'atterrissage.
C'est-à-dire que sur 100 catastrophes aériennes, il n'y a que 8 catastrophes aériennes qui ont lieu quand l'avion est en croisière. Donc pourquoi les pompiers d'aéroport existent? Tout simplement parce que nous, on va intervenir dans ces zones-là. Alors en règle générale, 16% des morts ont lieu quand l'avion s'écrase en croisière. Et en règle générale, là où il y a le plus de morts dans les catastrophes, c'est lorsque vous avez une montée initiale de l'avion, c'est-à-dire au décollage. Alors pourquoi au décollage? Parce que l'avion est plein de carburant. Il perd la portance rapidement, il s'écrase, et forcément vous avez une propagation rapide des feux. Alors pour vous rassurer, ce qu'il faut savoir, c'est que l'OACI a fait une statistique. Un pompier d'aéroport a une chance de faire une catastrophe aérienne tous les 40 ans. C'est-à-dire qu'il y a des pompiers d'aéroport qui, au bout de 40-45 ans de carrière, n'auront fait que des incidents ou des accidents mineurs, mais pas de catastrophe aérienne. Depuis que l'aéroport de Montpellier existe en version commerciale, il n'y a eu aucune catastrophe aérienne. C'est pour ça que l'avion reste quand même le moyen de transport le plus sûr. En 2017, il n'y a eu aucun mort dans un accident commercial d'avion. Ça a été une année où on a battu tous les records, et de plus en plus on atteindra le 0 mort lors d'accidents d'avion. Pour plein de raisons que je vais vous expliquer. Alors, les missions du pompier. Le sauvetage dans un avion, c'est particulier. Pourquoi? Quand vous êtes dans un fuselage d'avion, donc là c'est un A320 qui est représenté en coupe. Quand vous êtes assis dans un fauteuil, bon, c'est-à-dire au point A, quand il y a un feu, vous devez regagner le point B, c'est-à-dire une zone sécurisée, loin de l'avion en feu. Le rôle du pompier, c'est quoi? Eh bien, toute cette zone où le passager va évacuer, nous, on va la sécuriser avec de la mousse. Le but, c'est quoi? C'est que le feu ne rentre pas dans l'avion, et toutes les zones sécurisées lors de votre évacuation. Lors de votre évacuation. Alors quand on sait que par exemple il y a 15 000 litres de carburant dans un avion, il est très très clair que pour arriver à faire ça en moins de 2 minutes, il faut des moyens particuliers et une formation particulière. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'un avion soit normalisé, il faut évacuer 100% des passagers sur 50% des issues en 90 secondes. C'est-à-dire, vous prenez un avion, avant qu'il soit commercialisé, on fait des essais, on met 180 personnes dedans, on a un chrono et on évacue tout le monde en moins de 90 secondes. Alors pourquoi 90 secondes? C'est tout simplement la montée en température du carburant qui va faire qu'à un moment donné, le carburant sera tellement chaud que le fuselage de l'avion va fondre. Et donc rentrer dans l'avion et vous brûler. Donc c'est pour ça qu'on parle de 90 secondes. La mission, ça va être de quoi? Nous, tout simplement de protéger les couloirs d'évacuation. Et là, vous voyez la photo, où sur un feu de train avec évacuation, vous voyez que les camions protègent les couloirs d'évacuation. Et le maintien des conditions de survie. Alors, les moyens. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde, les aéroports, ils sont classés en 10 niveaux de protection. Ça va du 1. Alors le 1, c'est l'aviation de tourisme, les petits aérodromes, où il y a simplement besoin d'extincteurs. Et ça va au 10, c'est-à-dire Paris, Nice, qui vont recevoir la 380. Nous, Montpellier, on est en niveau 7 de protection. Alors niveau 7 de protection, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on garantit 12 100 litres de volume de solution moussante, c'est ce qui va faire la mousse. Et on est capable d'envoyer à la minute 5300 litres minute. Alors, ça a des conséquences, c'est-à-dire que si on n'est plus capable de garantir ça à l'aéroport, on ferme l'aéroport. C'est clair, on appelle la tour de contrôle et on dit plus de moyens, donc on met l'aéroport en niveau 1, et donc là, les commandants de bord, ils déroutent. Ou s'ils prennent la responsabilité d'atterrir, c'est sous leur propre responsabilité. Mais niveau 1, je pense qu'ils ne le feront pas. Ok, c'est pour vous dire qu'en définitive, les pompiers, même si on est peu connu dans le milieu de l'aviation, du point de vue réglementaire, l'aéroport
est vraiment obligé de prendre en compte nos moyens. Alors regardez, pour un niveau 7 de protection comme à Montpellier, on est obligé de garantir 2 véhicules d'intervention mousse, 4 pompiers et un chef de manœuvre. Donc pour Montpellier, tous les jours, il y a 5 pompiers de garde. Alors nos véhicules, je vais vous les présenter. Ça, c'est ce qu'on appelle un VIM, vous le verrez tout à l'heure, un véhicule d'intervention mousse. Ils doivent passer de 0 à 80 km/h en 30 secondes. C'est-à-dire qu'au démarrage, ils battent la plupart des voitures de gamme moyenne. Et surtout, ils possèdent une cuve de 6000 litres d'eau. Et à la lance-canon que vous avez là-haut, il est capable de délivrer 3000 litres minute. Ça veut dire qu'en 2 minutes, le camion, il est vide. Alors pour vous, un camion comme ça, c'est pas trop cher. C'est à peu près 700 000 euros. Parce que il y a une autre gamme de camions que vous allez retrouver sur les gros aéroports, c'est celui-là. C'est le Panther. Il fait 12 000 litres d'eau, lui, le double que le premier. Il a un moteur de 1800 chevaux. Il passe de 0 à 80 km/h en 28 secondes. Et lui, par contre, il est un peu plus cher, il vaut 1 200 000 euros en moyenne. Et pour faire atterrir les avions à Orly, il en faut 4. Donc vous voyez que c'est un coût qu'un aéroport investit dans sa sécurité. Alors comment ces véhicules ils sont payés? C'est vous les passagers qui les payez. C'est-à-dire que quand vous prenez un billet d'avion, sur un billet d'avion vous avez ce qu'on appelle une taxe aéroportuaire. Et vous allez contribuer à la sécurité de l'aéroport en achetant le billet d'avion. Et c'est ça qui paye les pompiers d'aéroport, le matériel et les véhicules, tout simplement. Alors je vais vous parler de quelques catastrophes aériennes qui ont été marquantes dans l'histoire de l'aviation. La plus grosse catastrophe aérienne qui existait, c'est ce qu'on appelle le crash du Tenerife, où malheureusement il y a eu 583 morts et 61 survivants. C'est 2 747 qui se sont percutés. Alors, l'histoire est assez intéressante, malheureusement, même s'il y a eu autant de morts, ça a été un amoncellement de mauvaises circonstances. C'est-à-dire que les 2 avions devaient se poser sur un aéroport international. L'aéroport international, il y a eu un attentat, il a fallu qu'on les déroute sur un petit aéroport. Sur le petit aéroport, ils ne se sont pas compris en termes de communication radio. Et à un moment donné, il y a un avion qui a cru qu'il pouvait remonter la piste et l'autre qui a cru qu'il pouvait décoller. Et ils se sont percutés. Pour l'instant, c'est le crash où il y a eu le plus de morts. En sachant que c'est un crash qui a eu il y a une quarantaine d'années, 77, et que maintenant, avec les procédures qui sont mises en place dans l'aviation, on peut quasiment dire que ça ne se reproduirait plus. Quand vous écoutez, quand vous étudiez toutes les circonstances du crash. Alors vous verrez que dans la majorité des crashs aériens, c'est plus un facteur humain et beaucoup d'imprévus qui s'accumulent, de petits détails qui s'accumulent. Et c'est pour ça que l'aviation, c'est un métier très procédurier, parce que peut-être qu'un papier que vous ne ramassez pas sur la piste va avoir des conséquences pour un avion et ainsi de suite. N'oubliez pas que le Concorde, le seul crash du Concorde qui a eu lieu, c'est simplement une pièce métallique qui était sur la piste. De la catastrophe qu'il y a eu à Toronto, c'est un A340 qui a fait une sortie de piste, qui est sorti de la piste et qui allait se mettre dans un ravin. L'avion a totalement brûlé, sauf qu'il n'y a eu aucun mort et aucun blessé grave. Et à l'intérieur, il y avait un POB. Alors POB, ça veut dire personnel homme-mort, c'est-à-dire l'ensemble des passagers plus les PNC. Il y avait quand même 308 personnes. Alors regardez bien, ça c'est des photos qu'ont pris les passagers. Et là, vous voyez que l'évacuation se fait rapidement. Là, c'est des passagers qui ont fait quelque chose qu'on fait rarement, c'est-à-dire qu'ils ont évacué côté feu. Et là, au final, c'est nos collègues qui interviennent assez rapidement. Vous allez avoir une prise en compte rapide de tous les blessés qui ont été ramenés sur l'aérogare.
renfort de pompiers extérieurs, c'est ce qui se passe toujours sur les catastrophes aériennes. Vous voyez. Et là, vous voyez l'avion. Ça, c'est l'avion qui a été pris en photo une quinzaine de minutes après le début de l'incendie. Et là, vous voyez que la structure de l'avion n'existe plus. Donc il est très clair que s'il reste des passagers là, dedans, il y a très peu de chances de trouver des survivants. Alors de plus en plus dans l'aviation, et ça il faut le dire avec les évolutions technologiques qu'il y a eu, il y a quelques années, enfin je parle de ça il y a une cinquantaine d'années au début de l'aviation, quand un avion s'écrasait, on considérait que presque 100% des passagers mouraient. Maintenant, sur toutes les catastrophes aériennes, il n'y a que sur 100 catastrophes aériennes, il n'y a que 9 catastrophes où tous les passagers vont mourir. Toutes les autres catastrophes, il y a de plus en plus de survivants et de gens qui sont indemnes. Alors pourquoi? Parce que les avions sont effectivement mieux conçus. Il y a des systèmes pour améliorer les portances, ainsi de suite. Et après, les procédures sont de mieux en mieux faites. Nos moyens sont de plus en plus efficaces. La formation des hôtesses, des stewards à l'intérieur des avions est aussi très efficace. Pourquoi? Parce que pour que nous, on soit efficace, il faut que les stewards et les hôtesses de l'air à l'intérieur le soient. C'est-à-dire que c'est eux qui vont faire évacuer les gens. Donc il faut que ces deux paramètres soient vraiment importants, c'est-à-dire une action efficace des PNC, une action efficace des pompiers à l'extérieur. Et là, on réduit considérablement le nombre de victimes. Alors pour ça, c'est simple, on a investi dans la formation. Par exemple, le premier centre de formation de pompiers d'aéroport, il a été fait à Châteauroux. Et moi, j'ai fait partie des formateurs qui l'ont monté. On est 2000 pompiers d'aéroport, il a coûté 19 millions d'euros. Ce qui est énorme pour une catégorie de... Alors pourquoi 19 millions d'euros? Parce qu'on nous a construit des échelles, des avions à l'échelle 1, et on en a fait des simulateurs feu, pour nous apprendre à éteindre réellement, ou au moins au plus près de la réalité, un feu d'avion. Et donc c'est un coût. C'est un coût énorme pour les aéroports, puisque c'est les aéroports qui payent, mais c'est le prix de la sécurité. Et donc ça, il n'y a aucun souci, les aéroports investissent là-dedans. Si un jour vous allez visiter l'ESMA, vous avez peut-être été visiter l'ESMA, vous avez vu leur simu. On a fait la partie PNC. PNC, donc vous avez vu tout ce qui est en œuvre pour la sécurité des passagers. Et surtout, la conception des avions est de plus en plus fiable. Donc nous, on est ici. Voilà, ici. La réglementation nous demande d'aller ici ou ici en moins de 2 minutes. C'est-à-dire qu'à tout moment, quand le contrôle aérien sonne la sirène crash, il nous faut 2 minutes pour aller à chaque extrémité de piste. Si on n'est pas capable de respecter ce critère, c'est considéré comme faute professionnelle. Et donc moi qui suis chef de manœuvre, je suis obligé de justifier pourquoi je n'ai pas été capable d'amener nos camions. Alors c'est une incidence, c'est-à-dire que nous les pompiers d'aéroport, on ne bouge pas de la caserne. Et on reste à moins de 50 mètres de nos camions. Idem, nos camions, vous les verrez, sont branchés, c'est-à-dire que sur des compresseurs d'air et sur des systèmes électriques, qui fait que quand on monte dedans, on appuie sur un bouton, on part. On ne fait pas tourner les véhicules, on part. Le but c'est ça, c'est que dans chaque extrémité de piste, on mette 2 minutes pour arriver. C'est une norme internationale. Le hangar. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la tour qui est derrière vous, c'est eux qui vont nous déclencher. Et quand la tour nous déclenche, automatiquement toutes les portes vont se lever pour gagner du temps. Okay. Alors là, vous avez un véhicule lourd d'intervention. Donc ça, c'est le dernier qu'on a reçu il y a à peu près 3-4 mois. C'est un Rosenbauer, il vient d'Autriche. Et particularité, c'est qu'il a 9000 litres d'eau. Donc ça nous permet d'être au-delà de la réglementation en termes d'agents extincteurs. Alors celui-là, c'est un véhicule qui vaut presque 700 000 euros. Et pareil, qui passe de 0 à 80 km/h pour un poids de 25 tonnes. C'est un moteur de presque 600 chevaux. Vous voyez? Alors ça fait presque du 100 litres au 100.
C'est pour ça qu'on va pas loin. Hein. 2 minutes. Et il consomme. Donc là, je vais vous le montrer le mieux tout à l'heure. Là, vous voyez, vous avez ici notre matériel de base. Alors, là, vous avez une tenue donc complète de pompier qui est conforme à celle de nos collègues urbains. Donc là, c'est les nouveaux casques d'intervention avec une visière panoramique qui nous permettent de mieux voir. Et ici, vous avez même un éclairage intégré. Donc ça, c'est les casques nouvelle génération que l'aéroport nous a dotés. Donc là, on a la tenue d'intervention classique. Veste de feu. Sur pantalon. Et là, vous avez ce qu'on appelle un appareil respiratoire isolant qui nous permet d'aller dans les fumées pour aller rechercher des victimes. Donc lorsqu'on est équipé complet avec appareil respiratoire isolant, on a 10 kg de plus. Vous rajoutez une victime de 80 kg, c'est-à-dire que vous avez 90 kg à extraire. Donc il faut une certaine force physique. Alors là, vous avez un appareil particulier. C'est un goniomètre. Alors vous le savez, dans les avions, vous avez des balises de détresse. Une à l'avant, une à l'arrière. Qui fait que quand un avion s'écrase, la balise se déclenche. Et avec cet appareil-là, on est capable de retrouver une balise. Alors nous les pompiers d'aéroport, les recherches de balises, ça fait partie de nos missions. C'est-à-dire qu'on peut être appelé en dehors de l'aéroport pour trouver une balise de détresse. Tout simplement, c'est faire de la goniométrie. Cette balise est capable de trouver également des avions militaires. C'est-à-dire qu'on peut détecter une balise d'avion militaire. Tout simplement. Et là, alors c'est un matériel qu'on a eu récemment. C'est une caméra thermique qui nous permet d'aller rechercher des gens dans les fumées pour être beaucoup plus rapide. Et surtout sur les avions, lorsqu'on a des feux dans les soutes avioniques, de voir où est la source de chaleur. Alors une caméra comme ça, c'est 4 000 €. Ça vaut extrêmement cher. Et là, regardez bien, vous voyez, on voit vos camarades, restez où vous êtes. Donc vous voyez, on voit leur signature thermique. Donc là, vous voyez, c'est l'intérieur. Et pour diriger le canon, on a un joystick. C'est presque comme un jeu. Tout est automatisé. On n'a quasiment rien à faire, si ce n'est qu'à se concentrer sur notre mission. Donc là, vous avez des tuyaux, lance-incendie. Donc là, elles ont un débit de 500 litres minute, à peu près une douzaine de bars. C'est assez puissant à tenir. Et là, à côté, vous avez ce qu'on appelle un ventilateur. Alors le ventilateur qui est ici, ça sert à mettre en surpression les fuselages d'avion. Quand il y a de la fumée dans un fuselage d'avion, pour que la fumée s'évacue rapidement, on met le ventilateur dans le fuselage et la fumée va immédiatement sortir. Le but, c'est d'amener de l'air frais aux passagers. Autre avantage aussi, c'est qu'avec ça, on peut refroidir des trains d'atterrissage. C'est-à-dire que quand les avions vont freiner assez fort, s'il y a une surchauffe de train, ça va nous permettre de refroidir, tout simplement. Là, après, on a une découpeuse qui nous permet de rentrer dans les fuselages par effraction. Donc voilà pour le véhicule, tout simplement. Alors la particularité de l'aéroport de Montpellier, vous allez le voir, venez dans le hangar. C'est qu'on a un bateau de sauvetage. Vous voyez là, l'extrémité de piste côté droit donne sur l'étang de l'Or. Donc s'il y a un avion qui amérit, la réglementation nous demande de recueillir les passagers à bord de radeaux de survie. Donc nous, on doit être capable d'accueillir à peu près 180 passagers. Donc on va mettre le bateau à l'eau
on va tourner autour de l'aéronef qui est à Méry, on déclenche les barges et le but c'est que les passagers puissent monter sur les radars. Alors, ça, on n'est pas soumis à un temps d'intervention, mais pareil, régulièrement, on fait des entraînements de déclenchement de barge. Et ensuite, eh ben, on a l'obligation de posséder une formation spécifique aux interventions nautiques. C'est la particularité de mon cours. Et tout au fond là-bas, vous voyez, vous avez du matériel de tractage. C'est-à-dire que quand un avion fait une sortie de piste, ou par exemple font des crevaisons pneumatiques sur la piste principale, on a pour mission de les dégager pour libérer rapidement la piste. Tout le matériel est doublé. Pourquoi on a 2 bateaux? Tout simplement parce que si un bateau tombe en panne, ça a des incidences sur la sécurité de l'aéroport. Donc on en a acheté un deuxième. Au même titre qu'on est obligé d'avoir 2 camions, mais on en a acheté 4 en tout. Au cas où un camion tombe en panne, on en a un en renfort, pour ne pas fermer et handicaper le fonctionnement de l'aéroport. Donc là vous voyez la lance-canon se met en position. Donc là on est à 3 minutes. On a une portée de 70 mètres. Alors là, je vous montre simplement la portée de l'entraînement. C'est des caissons d'entraînement. Ça nous permet de nous entraîner à l'intervention massive. Et à l'intérieur des conteneurs, on a des parcours aériens. C'est-à-dire qu'on va en fumée et on va apprendre à se repérer dans ces caissons quand il y a une visibilité complètement neutre. En conditions extrêmes. Ouais, en conditions réelles. Alors ça, naturellement, c'est vraiment pour des entraînements journaliers. Puisque tous les jours on fait une manœuvre, c'est obligatoire dans l'aviation. Et tous les 3 ans après, ben, on repartira en école sur des vrais simulateurs. Des simulateurs beaucoup plus importants. Alors comment on devient pompier d'aéroport? Déjà il faut avoir eu une formation et une expérience de pompier urbain ou de pompier militaire. Donc moi j'ai été 20 ans dans l'armée de l'air et après j'ai été recruté par l'aviation civile pour monter l'école de pompier d'aéroport. Quand vous êtes recruté par l'aéroport, vous repartez 3 semaines en école où vous êtes validé sur une formation de pompier d'aéroport. Et après, sur l'aéroport, vous avez une formation de 2 semaines supplémentaires. Et là, le préfet nous signe un agrément. C'est-à-dire que pour être pompier d'aéroport, il faut un agrément préfectoral. Et tous les 3 ans, vous repassez en école, passez des examens qui sont éliminatoires. C'est-à-dire que tous les 3 ans, on a un agrément à renouveler. Et si on considère qu'on n'est plus apte à tenir la mission, on perd notre agrément. Le préfet nous le retire. Et donc soit on repasse une formation, soit on est licencié. Donc ça a beaucoup de contraintes en termes de formation. De toute manière, pour ceux qui rentreront dans l'aviation, vous verrez que tout au long de votre carrière, vous ferez des renouvellements de formation, des stages, ainsi de suite, tout au long de votre carrière.